Dans le monde de l'horlogerie, le nom suisse est un symbole imposant de luxe, de précision et de savoir-faire expert. Aujourd'hui, des marques comme Rolex, Breitling, Omega et Patek Philippe dominent l'horlogerie, leur nom évoquant élégance, statut et intemporalité. Cependant, l'ascension de l'horlogerie suisse vers sa renommée mondiale n'a pas été marquée seulement par l'innovation et le savoir-faire artisanal. C'est une histoire profondément liée à l'ascension et à la chute d'un concurrent américain autrefois révolutionnaire, la compagnie horlogère de Waltham. Au milieu du XIXe siècle, Waltham s'est imposée comme un pionnier dans l'horlogerie. Basée dans le Massachusetts, elle a révolutionné l'industrie avec des machines automatisées et une production standardisée. Un contraste marqué avec la tradition européenne des montres artisanales. Cette approche a démocratisé la mesure du temps en rendant les montres abordables et positionné les États-Unis comme une force sur le marché mondial de l'horlogerie. L'exposition du centenaire de 1876 à Fairmount Park, Philadelphie, fut un moment clé de cette histoire. Waltham, saisissant l'opportunité, a présenté ses machines innovantes et ses techniques de production, attirant l'attention du monde entier et consolidant l'entreprise comme un leader mondial dans la fabrication de montres. Des émissaires suisses, présents discrètement parmi les admirateurs à l'exposition, étudiaient les secrets du succès horloger américain pour rétablir la Suisse comme superpuissance horlogère. Cependant, la société Waltham était loin de se douter que l'exposition marquerait un tournant dans sa destinée et le début de son déclin. C'est une histoire d'espionnage industriel. Cela finirait par inverser la tendance en faveur des horlogers suisses, reléguant la société Waltham Watch sur la touche d'une industrie qu'elle avait autrefois dominée. Merci à Aaron Stark pour l'envoi de son livre « Disrupting Time » à la chaîne. Cette vidéo repose surtout sur le récit détaillé de l'ascension et de la chute de Waltham Watch. Aaron a révélé l'espionnage industriel suisse et l'usage de tactiques clandestines pour réaffirmer sa domination dans l'industrie horlogère. Un lien d'achat? Le livre d'Aaron, très documenté et captivant, est dans la description ci-dessous. En 1876, l'industrie horlogère suisse, autrefois dominée par des artisans, dans la région du Jura et à Genève, a connu un changement majeur en raison de l'essor des techniques de fabrication américaines, illustrées par des entreprises comme Waltham. Hormis le secteur textile, son économie était plutôt peu développée à l'aube de la révolution industrielle. Les Suisses développaient leur horlogerie, alternant chefs-d'œuvre genevois et contrefaçons bon marché pour anglais et français. Avec le temps, les montres suisses ont acquis une mauvaise réputation, jugées bon marché et peu fiables. Cependant, au milieu du XIXe siècle, les horlogers suisses avaient en fait leurs preuves et étaient devenus des leaders mondiaux dans l'industrie. Cela était dû en partie à la grande exposition organisée au Crystal Palace de Londres en 1851 où l'horlogerie suisse a présenté ses meilleures montres. L'industrie horlogère suisse était traditionnellement située dans les régions montagneuses francophones de la Suisse. L'essor industriel était lié aux conditions géographiques et économiques liées de la région, où la mauvaise qualité des sols et les hivers rigoureux ont rendu nécessaire un revenu supplémentaire. Ainsi, pour favoriser le développement de l'horlogerie, les familles de ces régions fabriquaient chez elles des pièces spécifiques d'une montre qui étaient ensuite assemblées ailleurs. Ainsi, l'horlogerie suisse se distinguait par sa structure artisanale décentralisée. Bien que ce système favorisait l'artisanat, il manquait de contrôle de qualité, de volumes et de standardisation que l'on retrouvait dans la production en usine. Des horlogers suisses, comme Vacheron et Constantin, ainsi que la société horlogère Longines, ont commencé à introduire des usines centralisées et l'utilisation d'outils d'assistance et des premières formes de machines pour faciliter la production. Mais elles étaient moins avancées et automatisées que celles créées par les entreprises américaines au début et au milieu du XIXe siècle. Comparez cela avec le développement de l'industrie horlogère en Amérique du Nord. Les montres, en tant que symbole de la technologie émergente et de la conscience du temps, devenaient de plus en plus importantes. Le système ferroviaire américain s'appuyait uniquement sur des montres mécaniques pour respecter les horaires. La guerre de sécession a favorisé la ponctualité, rendant la mesure du temps essentielle au quotidien des deux côtés de l'Atlantique. Bien qu'encore coûteuses, les techniques de production de masse ont rendu la montre accessible à l'homme ordinaire.
Pour la toute première fois, c'est une entreprise américaine en particulier qui a servi de catalyseur à cette révolution de la mesure du temps. En 1850, Aaron Lufkin Denison fonde Warren Manufacturing à Roxbury, Massachusetts. 4 ans plus tard, l'entreprise a déménagé à Waltham, prenant ensuite le nom de Waltham Watch Company. Denison avait la vision de fabriquer des montres à l'aide de machines, un concept tellement innovant qu'il a d'abord été accueilli avec scepticisme, étant donné l'histoire artisanale et faite à la main de l'horlogerie jusqu'à ce moment-là. Malgré ses idées novatrices comme la production à la chaîne et les pièces interchangeables, Denison a peiné à combler le fossé entre horlogerie traditionnelle et production de masse. La Boston Watch Company, renommée en 1853, utilisait l'approche de Denison basée sur des machines et outils assistés par des horlogers qualifiés. Mais cela s'est avéré trop coûteux et inefficace. Ces montres nécessitaient beaucoup plus de main-d'œuvre et des salaires plus élevés que les montres suisses, ce qui entraînait une production moins efficace et plus coûteuse, sans aucune différenciation notable du produit. Confronté à des difficultés économiques et incapable de trouver un réseau de distribution fiable ainsi qu'un marché local pour vendre son stock, la société de montres Waltham de Denison a fait faillite en 1857. Encore une autre victime d'entreprise de la crise économique des années précédentes. Voici Royal Robbins, un jeune homme d'affaires avisé ayant déjà accompli beaucoup pour un homme dans la trentaine. Robbins et 2 partenaires ont racheté l'entreprise insolvable aux enchères. À la différence de Denison, Robbins maîtrisait les affaires et la distribution de montres, mais manquait d'expérience en production. Le mandat de Robbins chez Waltham a commencé par de nombreux défis. La veille de l'achat de l'entreprise en faillite par le partenariat Robbins, un créancier est intervenu et a emporté pratiquement toutes les machines de l'usine. Les 2 associés de Robbins, qui étaient ceux ayant des connaissances en horlogerie, ont abandonné l'entreprise au bout de quelques mois. Ayant acheté à peine plus qu'une coquille d'entreprise et une usine vide, Robbins faisait face à la ruine financière. En 1857, sa décision d'employer Ambroise Webster, machiniste expérimenté en pièces interchangeables, s'est révélée déterminante. L'expertise de Webster en procédés semi-automatisés et en standardisation a été essentielle pour transformer la production de Waltham. Webster s'est appuyé sur les idées de Denison et la vision de Robbins pour faire de la production de masse de montres abordables une réalité technique. Les choix stratégiques de Robbins, comme la vente de stock pour obtenir des liquidités, l'achat de machines en période de récession et le focus sur l'atelier d'usinage, ont peu à peu amélioré l'efficacité de la production. En 1858, Waltham avait réduit de moitié le coût de production de sa montre modèle ATC et les produisait à un rythme 2 fois plus efficace que tout ce que les Suisses pouvaient en fabriquer. Malgré ces avancées vers le succès, la société de montres Waltham avait une dette de 10 000 en hiver 1858 et avait désespérément besoin de générer des ventes. L'introduction de la montre modèle PS Bartlett fut sa tentative, moins chère et avec moins de pièces que le modèle ATC. La PSB a répondu à la demande pendant la récession pour des montres abordables mais fiables. Robbins a continué d'innover et de répondre au marché en lançant le modèle William Ellery, moins cher, qui devint populaire chez les soldats pendant la guerre de sécession et fut surnommé la montre des soldats. Cette stratégie axée sur des montres abordables et fiables a fait le succès de Waltham, les modèles Ellery et PSB générant la majeure partie des revenus alors que la rentabilité de l'entreprise explosait. La concurrence a naturellement suivi. La création de la société Elgin National Watch Company en 1864, qui a recruté des employés clés de Waltham, a marqué le début d'une véritable concurrence américaine. La réponse de Waltham a été de se concentrer sur le secret industriel pour ses innovations en matière de machines, plutôt que de déposer des brevets. Une stratégie qui a permis des améliorations continues de la productivité sans les risques liés à la divulgation des brevets. Cependant, les concurrents américains de Waltham utilisaient déjà couramment des machines automatisées et la production de masse. Ce n'était donc pas seulement la machinerie qui faisait ressortir Waltham, mais l'ensemble de son éthique d'entreprise et de sa culture commerciale. En 1876, la manufacture d'horlogerie de Waltham, sous la direction de Royal Robbins, avait connu une croissance significative, employant près de 1000 ouvriers et produisant 105 000 montres par an. Cette croissance remarquable se traduisait non seulement par son ampleur, mais aussi par un environnement de travail bien supérieur à celui des usines de l'âge doré. L'usine, bien éclairée et bien ventilée, offrait un environnement de travail agréable et sûr.
Waltham était réputé pour son équité envers tous les employés, ce qui a favorisé son succès. 40% des employés de Waltham étaient des femmes, comme Eliza Jane Putnam. Comme beaucoup de collègues, Putnam n'avait aucune expérience en horlogerie, mais grâce à la production automatisée, elle a pu participer à la fabrication de montres fiables. Son salaire était remarquablement élevé pour son époque, et elle, ainsi que tous ses collègues, étaient autorisés à acheter des actions de l'entreprise comme incitation à encourager l'innovation. Début 1876, la société Waltham Watch était en pleine ascension et se préparait à s'imposer sur la scène mondiale pour montrer son ingéniosité et sa domination. À l'été 1876, l'exposition du centenaire à Philadelphie marquait le 100e anniversaire de la naissance de la nation américaine. Avec une grande démonstration de réalisation industrielle et de croissance économique, symbolisant le statut émergent du pays sur la scène mondiale, le cœur de l'événement était constitué du bâtiment principal et du hall des machines, mettant en valeur les merveilles technologiques les plus récentes de l'époque. Le bâtiment principal, le plus grand espace clos du monde à cette époque, offrait une surcharge sensorielle de sons et de couleurs à travers la place. Le hall des machines se dressait comme un témoignage de l'innovation, abritant des technologies révolutionnaires comme la machine à vapeur sans noyau, qui alimentait toute la machinerie du hall. L'exposition a attiré près de 10 millions de visiteurs du monde entier et a duré 6 mois. La grande foire présentait une vue d'ensemble des réalisations humaines et visait à promouvoir l'unité mondiale. L'exposition montrait aussi des inventions plus modestes mais importantes. Le téléphone d'Alexandre Graham Bell, les machines à écrire, à coudre et les premiers moteurs à combustion. Parmi les visiteurs figurait Theophile Greeby, horloger suisse envoyé comme juge officiel des montres exposées. Il avait également été envoyé pour enquêter sur l'industrie horlogère américaine en plein essor et en comprendre les raisons. Les ventes de montres suisses avaient baissé de 80% en 4 ans avant 1876. La découverte par Greeby de la machine automatique à vis de la Waltham Watch Company, capable de produire une minuscule vis toutes les 5 secondes, l'a profondément marqué. Le stand de Waltham, animé surtout par des ouvrières de leur usine du Massachusetts, visait à montrer sa suprématie dans l'horlogerie et sa capacité de production de masse. Robbins visait principalement à décourager la concurrence américaine, de plus en plus féroce. Exposer ses propres machines en fonctionnement aux yeux du monde entier était une démarche risquée. Robbins a toutefois assuré au conseil d'administration que les machines exposées n'étaient qu'une minorité de celles utilisées dans leur usine. Avec cela, il a reçu la bénédiction pour aller de l'avant lors de l'année de l'exposition du centenaire. En 1876, la Waltham Watch Company fut en quelque sorte victime de son succès. La vitesse à laquelle la société pouvait fabriquer des montres dépassait largement la demande. Capable de produire 105 000 montres par an, en 1876, elle n'a pu en vendre que 77 600. On espérait aussi que présenter la société à l'exposition stimulerait la demande pour leurs produits. Robbins, sûr de la supériorité de Waltham, voyait les montres suisses comme fondamentalement différentes. Les montres usinées avec précision de Waltham étaient fiables et de haute qualité, contrastant avec les modèles suisses faites à la main, moins durables, qui étaient importés aux États-Unis. La préparation de Waltham pour le centenaire était méticuleuse et stratégique. L'entreprise a investi beaucoup pour l'événement, installant une chaîne de montage dans le hall des machines et exposant 2200 montres dans le bâtiment principal. Au contraire, la Suisse a participé avec moins d'enthousiasme, exposant modestement sans avancées technologiques notables. La supervision du jugement des meilleures montres du monde lors de l'exposition a été confiée au professeur James Watson de l'Université du Michigan et à Édouard Favre-Père, un horloger suisse respecté. Un groupe de 11 juges composé de 6 Américains et de 5 internationaux, dont Theophile Greeby, avait pour mission de séparer le bon grain de l'ivraie. Les montres étaient donc testées pour leur précision par rapport au mouvement astronomique dans un observatoire, une méthode que les Suisses utilisaient depuis des décennies pour tester leurs meilleures montres, et les résultats étaient incontestés. Les montres Waltham étaient les plus précises et la société a obtenu la première médaille d'or de précision. Pour la première fois, Waltham pouvait véritablement affirmer qu'elle produisait les montres les plus précises au monde.
L'expérience de Gribby comme juge au concours de montres et son émerveillement devant la chaîne de montage Waltham l'ont amené à faire un rapport à la Suisse, alarmé par la concurrence écrasante venant d'Amérique. En réponse, la Société professionnelle des horlogers suisses décida d'envoyer une autre personne rejoindre Gribby à l'exposition, mais à titre officieux. Un homme du nom de Jacques David fut choisi pour ce poste. David était ingénieur chez Longines, la société suisse d'horlogerie, à l'époque, et il était un partisan de l'automatisation des méthodes de production. Arrivé à New York le 23 août 1876, vers la moitié de l'exposition du centenaire, la mission de David allait être bien plus discrète. Le règlement de l'exposition interdisait croquis, dessins, photographies ou toute reproduction des objets exposés. David et Gribby devaient donc dépasser ce qui était présenté au public et accéder à l'intérieur de l'usine Waltham pour observer les machines en action et comprendre la culture et les systèmes de gestion de l'entreprise jugés essentiels à l'avantage de Waltham sur le marché. Mais comment Gribby et David allaient-ils obtenir de telles informations secrètes ? La réponse fut Ambroise Webster, l'ingénieur principal engagé par Robans, largement responsable de ces systèmes d'horlogerie. Lors de l'exposition, Webster, retraité, y assistait comme touriste. Il était cependant ouvert à explorer de nouvelles opportunités. Bien qu'il n'existe aucune preuve écrite, il est plus que probable que Gribby et David aient fait la connaissance de Webster lors de l'exposition du centenaire. Webster espérait très probablement fournir des informations à Gribby et David, pour donner vie à ce qu'il espérait être une seconde carrière lucrative en aidant les Suisses à retrouver leur avantage concurrentiel. Jacques David a commencé sa mission d'espionnage industriel par une visite à l'usine Waltham sur Crescent Street, le long de la rivière Charles. Les détails sur la façon dont Jacques David a pénétré dans l'usine Waltham restent inconnus. Jacques David écrivit plus tard à Ernest Francillon, directeur de Longines, qu'il était entré incognito. Contrairement à l'opinion, Jacques David n'a pas été invité comme hôte à l'atelier. Sa visite était secrète et méthodique. Il est probable que Jacques David soit entré subrepticement en se faisant passer pour un ouvrier ordinaire, se glissant à l'intérieur au début de la journée à 7 heures du matin, Prize. Parmi des dizaines d'ouvriers, Jacques David fut aussitôt marqué par l'efficacité, la discipline et la propreté du lieu de travail. Ce qu'il vit à l'usine confirma ses craintes sur les capacités de Waltham et le danger pour l'horlogerie suisse. La collecte de renseignements de Jacques David ne se limita pas à sa brève visite à l'usine Waltham. Il s'appuya aussi sur un réseau d'informateurs internes, employés et ouvriers, pour obtenir des informations précises sur les opérations de Waltham. La source d'information la plus précieuse restait Ambroise Webster, inventeur clé de nombreuses machines utilisées par Waltham dans son usine. Webster a poursuivi une longue collaboration avec les horlogers suisses après l'exposition. Bien que les actes d'espionnage industriel aient été courants à l'époque, le terme espionnage industriel n'a été largement utilisé que plus tard. Entre ses observations discrètes et ses discussions avec des informateurs, David cherchait à comprendre puis à reproduire le modèle réussi de Waltham en Suisse. Bien qu'il ait également recueilli des informations sur d'autres horlogers américains comme Elgin, son attention revenait toujours à Waltham. De retour en Suisse en novembre 1876, David rédigea ce qui allait devenir connu sous le nom de Rapport David, un document contenant une évaluation complète de l'horlogerie américaine, en particulier à la manufacture Waltham. Il contenait des informations sur les techniques de fabrication, des croquis détaillés et des plans de machines, des données d'entreprise et la structure des coûts, des informations qu'il n'aurait pu obtenir qu'en secret auprès de sources à l'intérieur de l'usine. Ce n'est sans que récemment que l'on a estimé que le rapport de David dépassait l'étude de marché et l'intelligence économique pour relever de l'espionnage industriel. Les statistiques contenues dans le rapport de David, et qui ont ensuite été comparées aux véritables archives de Waltham, étaient remarquablement précises. Des salaires des ouvriers, des structures de coûts, des dividendes des actions et des statistiques de production, la précision des faits et chiffres de David ne pouvaient mener qu'à une seule conclusion. Il devait forcément avoir un informateur secret à l'intérieur. Ambroise Webster était un candidat idéal pour être une telle source. Le rapport de David a été un signal d'alarme pour les horlogers suisses et est souvent crédité d'avoir déclenché un passage à des méthodes de production plus efficaces. La principale recommandation de David était de passer de l'industrie artisanale suisse existante à un système d'usines centralisé mais régional, alliant la tradition suisse à l'efficacité américaine.
Ces propositions ont d'abord suscité du scepticisme et David a été ignoré pendant 2 mois. Ce n'est qu'après la présentation de son deuxième rapport que les Suisses ont commencé à accepter progressivement que, s'ils ne se transformaient pas, ils étaient condamnés à disparaître dans l'industrie. Dès 1877, l'industrie horlogère suisse a entamé une transformation majeure. En 1882, les Suisses avaient bâti 83 ateliers hybrides, notamment dans de nouveaux pôles industriels comme Bienne et Berne. Les usines suisses ont conservé une culture plus indépendante et moins rigide que leurs homologues américaines. La société Waltham Watch a d'abord réussi grâce à sa renommée internationale et la demande après l'exposition du centenaire. Il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne commence à ressentir la pression de la concurrence, tant locale qu'étrangère. Durant la décennie suivante, l'industrie horlogère suisse et Waltham aux États-Unis ont adopté des stratégies opposées. Les Suisses ont recentré leur attention sur le segment du luxe, mettant l'accent sur la qualité et la fiabilité mécanique, tandis que Waltham s'est concentré sur l'accessibilité. Et, étant distrait par ses rivalités nationales, en particulier avec Elgin, avec laquelle il s'est engagé dans une guerre des prix, il a sous-estimé la résurgence suisse qui se produisait juste sous son nez. Dès 1882, Waltham a commencé à perdre des parts de marché au profit de l'industrie suisse en reprise. En 1883, Ezra Fitch devient surintendant de Waltham, amorçant un tournant stratégique pour aligner la production sur la demande du marché. L'arrivée d'Ezra Fitch au conseil en 1884 a réduit le rôle de Royal Robbins et orienté l'entreprise vers la rentabilité à court terme au détriment de l'innovation. Les stratégies d'Ezra Fitch, bien que précises, n'ont pas permis de gains notables et l'entreprise a peiné à concilier réduction des coûts et création de valeur. En négligeant le segment lucratif du luxe, entre 1893 et 1900, des horlogers suisses comme Vacheron, Constantin, Patek, Philippe ont commencé à dominer le marché des montres de luxe, laissant le segment bas de gamme à des entreprises américaines comme Waltham. L'exposition colombienne de 1893 à Chicago a montré comment l'innovation suisse a de nouveau placé la Suisse en tête du marché. Au fil des décennies, la situation de la société Waltham Watch a continué de se détériorer, dépassée par la maîtrise et l'innovation suisse. Royal Robbins a continué à occuper un poste de direction dans l'entreprise qu'il avait tant contribué à bâtir pendant des décennies. Jusqu'à sa mort en 1902, la panique de 1907 a vu Waltham faire face à une nouvelle baisse des ventes et des revenus. Lors des 2 guerres mondiales, Waltham a élargi sa production à des articles militaires. Bien que cela ait accru les bénéfices, cela a détourné l'attention de son activité principale d'horlogerie. Waltham n'a pas mieux réussi entre les 2 guerres, les créanciers prenant le contrôle en 1921. L'arrivée des montres bracelets, vite adoptées par les Suisses mais d'abord négligées par Waltham, a encore souligné leurs erreurs stratégiques. L'arrivée massive de montres suisses aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale a provoqué la faillite de Waltham Watch en 1948. Au cours des décennies suivantes, l'usine a continué à fabriquer des montres et des horloges et la marque Waltham a été achetée, vendue et concédée sous licence par diverses autres entreprises. En 1954, Waltham a fondé la filiale suisse Waltham International Société Anonyme, qui a gardé les droits sur la marque. En dehors des États-Unis, elle fabriquait principalement des montres haut de gamme pour le marché japonais. Aujourd'hui, la marque Waltham connaît un certain renouveau, avec de nouveaux modèles disponibles à l'achat auprès d'une entreprise, disposant d'une boutique en ligne basée en Suisse, après le succès qu'a connu l'exposition du centenaire de la Waltham Watch Company. Peu auraient pu prévoir le retournement qui allait lui arriver. Avec le recul, le rapport David a amorcé la fin d'une fière entreprise américaine, bien que la marque Waltham subsiste. Ce n'est plus qu'une ombre de ce qu'elle était autrefois, et elle a presque entièrement disparu de la mémoire collective. Le rapport David illustre parfaitement une opération d'espionnage industriel réussie. Le rapport a longtemps été jugé très confidentiel, avec peu de copies manuscrites en circulation. Pendant 112 ans, les Suisses ont gardé le rapport secret, craignant des accusations d'espionnage industriel. Le public n'a découvert le rapport qu'en 1992 lors de sa publication par Longin. Si Theophilus Griby et Jacques David n'avaient pas traversé l'Atlantique il y a environ 140 ans, on peut se demander si le destin de Waltham aurait été différent, quelle que soit la réponse.
Dans le combat industriel, les Suisses sont sortis victorieux.